13h sur la 7 TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, cette convocation à la sûreté urbaine ce jeudi de Barthélémy Dias, maire de Dakar. C'est son chargé de communication qui en informe en affirmant que les raisons ne sont pour l'instant pas connues. Mais d'après lui, le Premier ministre Ousmane Sonko est derrière cette convocation. Également à la une de ce journal, toujours crue du fleuve Sénégal, le ministre de l'Hydraulique a dressé le bilan ce matin de la situation dans le nord et l'est du pays. Pour ce qui est des perspectives, il a affirmé que des mesures ont été prises pour parer à toute éventualité l'année prochaine. Et enfin, passerelle de Yoff endommagée, le chauffeur du camion est entre les mains de la gendarmerie. La Géroute, de son côté, annonce une plainte pour destruction de l'infrastructure. En attendant, depuis hier, piétons et automobilistes souffrent de la situation. Retour sur les lieux dans ce journal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Registre judiciaire donc pour commencer. Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, a été convoqué ce jeudi à la sûreté urbaine. Cependant, les raisons de sa convocation ne sont pour l'instant pas connues. Selon Pape Konaré Diaité, son chargé de communication, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui est derrière cette convocation. Sa réaction. Il est vrai que le maire Barthélémy Dias a reçu une convocation émanant de la sûreté urbaine. En ce qui concerne les motifs, nous pourrons tout simplement dire qu'il s'agit d'un acharnement contre un homme politique, contre la personne du maire de Dakar. Parce que nous avons tous vu que actuellement le régime s'agite tout simplement pour lui retirer la mairie de Dakar. On a d'abord vu le Premier ministre avec des accusations disons gratuites. Ensuite, ces sbires sont sortis pour créer des articles de droit qui n'existent que dans leur imagination. Et enfin, là, on voit une convocation donc de la police. Et je pense que l'État gagnerait mieux à se concentrer sur les priorités des Sénégalais, sur les besoins des Sénégalais, que de s'acharner sur un homme politique. Parce que nous avons tous vu qu'il y a actuellement une situation économique qui est vraiment délétère. Et puis crue du fleuve Sénégal, en marge de la présentation du bilan de la gestion de l'hivernage 2024 tenue ce matin, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait le point sur la situation dans le nord et l'est, notamment la montée du fleuve. Il a donné des assurances pour l'année à venir et affirme que les mesures ont été prises. Déjà, une des actions que nous sommes en train de mettre en place, c'est en relation avec l'OMVS, puisque vous savez que le fleuve Sénégal, comme le fleuve Gambie, qui ont connu des crues exceptionnelles cette année, dues justement à ces phénomènes climatiques avec beaucoup de pluie en amont, en Guinée et au Mali, y compris aussi au Sénégal. Cela a créé ce phénomène que nous avons observé. Mais il y a également une approche à changer et nous en sommes déjà ouverts à l'OMVS sur la gestion du barrage. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de gérer déjà au niveau de Manantali pour ne plus attendre d'atteindre la cote d'alerte avant de déclencher les lâchers. Aujourd'hui, on va s'y prendre sans doute à partir de l'année prochaine un peu plus en amont et de lâcher à petite dose plutôt que de lâcher de grandes quantités. Mais nous avons déjà un projet qui est accéléré, que nous allons sans doute réaliser dans les prochaines années, qui est un autre barrage qui sera érigé sur la Falémé, qui s'appelle le barrage de Gourbassi, et dont la réalisation va aussi réguler environ 25% des eaux du fleuve Sénégal, ce qui va nous amener à avoir un fleuve un peu plus maîtrisé. Mais dans l'urgence, à partir de l'année prochaine, nous avons inscrit dans notre budget des montants qui permettront justement dans la zone de Bakel de pouvoir faire des ouvrages et de les continuer année après année pour qu'à très brève échéance, on puisse sécuriser ces localités. Nous en parlions aussi dans les titres. Passerelle de Yoff endommagée. Le chauffeur du camion est présentement entre les mains de la gendarmerie. La Géroute, de son côté, annonce une plainte pour la destruction de l'infrastructure. Si pour l'instant, la date de remise en service de cette dernière n'est pas connue, l'incident a causé d'énormes problèmes de mobilité sur les routes avec les nombreux embouteillages. Matarbari pour le reportage. Après l'incident qui s'est produit à la passerelle de Yoff-Tongol, la direction de la Géroute a mobilisé ses services pour libérer la voie qui est restée impraticable depuis plusieurs heures.
Les opérations sont menées avec l'appui de la commune. Nous avons devoir d'assistance au service technique de l'État, surtout dans ce genre de cas, dans notre circonscription administrative. Donc nous avons pu naturellement évacuer les commerçants qui sont aux alentours et sécuriser aussi avec l'administration territoriale, la gendarmerie et Agirout le site. Et des voies sont en train d'être trouvées pour vraiment le plus rapidement rendre ouverte la route et que la circulation puisse continuer. Parce que c'est une route extrêmement importante dans le département de Dakar. Mais en attendant, l'incident a causé d'énormes préjudices à ceux qui empruntent cette voie menant à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. La route est barrée dans les deux sens, poussant les véhicules à faire des déviations. Revenus du travail, des piétons sont obligés de faire des kilomètres de marche pour rallier leur domicile. On a vu la publication sur les réseaux sociaux. Psychologiquement, on s'était bien préparé pour faire cette longue marche. Parce que Corniche Almadies, Ouest Foire, ñi nar a ñibbi aussi ba Thiaroye du métti la. Cet incident soulève encore une fois les problèmes liés au transport et le comportement des chauffeurs sur les routes. Le chauffeur est le seul responsable de cet incident. Nous devons revoir notre comportement, avoir beaucoup plus de respect envers les autres. Heureusement que cette passerelle n'est pas beaucoup fréquentée, comme celle de la Padoue. Sinon, il y aurait eu beaucoup plus de dégâts. Les usagers appellent la direction du service des mines à redoubler de vigilance en ce qui concerne la visite technique des véhicules. Il faut renforcer la procédure des visites techniques. Je pense que c'est l'absence d'une visite technique qui est à l'origine de cet incident, avec tous les problèmes que ça a causé. Les services chargés du contrôle des voitures doivent être beaucoup plus exigeants. Obtention de visite technique. Donc, nous avons Nous parlons à présent de cette colère des travailleurs du Radisson Blu situé dans le pôle urbain de Diamniadio. Le personnel a manifesté pour exprimer son mécontentement face au licenciement de 26 employés de l'établissement. Le représentant du personnel déplore le silence des autorités qu'il juge indifférentes à leurs préoccupations. Ce licenciement concerne 26 pères de famille et de soutien de famille. La direction nous dit qu'ils ont un problème de motif économique. Et ce qui n'est pas fondé, c'est faux. On a saisi les autorités compétentes, personne n'a réagi. Et nous déplorons ça. Nous le déplorons au plus profond de notre cœur. Concernant l'inspection, ils sont venus ici, il y a 3 inspecteurs qui ont venu ici le jeudi passé. Ils nous ont reçus, le président et moi. On a discuté avec eux, ce qu'ils nous ont donné comme réponse. Ce que les inspecteurs nous ont dit, en tant qu'inspecteur du travail, qui doit réguler, ils nous donnent ça comme réponse. Deuxièmement, ils nous disent que même s'ils ont des motifs économiques, ils ne vont pas payer le 13e mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont échangé avec la direction et pour porter la défense de la direction. Ça, c'est un acquis qui a été signé. Un acquis, c'est un droit. Notre 13e mois, on va le recevoir par A ou par B. Dambot nous a reçus. On est allé vers ses bureaux, on a discuté avec lui. Il nous a dit de laisser tout tomber. Lui, il va régler ça. Il vient ici, il fréquente la maison. Jusqu'à présent, il n'a pipé mot. On peut dire qu'il est de messe avec la direction. Le secteur du travail, toujours avec la situation de la presse. Cette fois-ci, Boubacar Biaye estime que le ministre de la Communication n'a pas la prérogative de définir quelles entreprises de presse doit émettre ou pas. L'ancien député déclare par ailleurs que c'est au CNRA de réguler le secteur des médias. Sa réaction. Au ministre de la Communication, vraiment, comment il ne revient pas de dire que telle entreprise de presse ne doit pas émettre ou doit émettre. Ce n'est pas son rôle. Nani Bay Sénéra, qui est le conseil qui doit réguler le monde de l'audiovisuel, d'Afrique. Bep entreprise de presse, qu'on n'est quotidien, mais Sénéra Bangi est le juge qui permet la création d'une entreprise. Mais d'un statut. Maintenant, lui, en tant que ministre, mon le comme droit maille, la liste de l'ensemble des entreprises de presse qui sont conformes au texte de ce pays.
sur la base de cette liste-là, nous décider qui dina am suñu soutien financier ou pas. Okay. Par exemple, comme l'aide de la presse. Mais ce n'est pas à lui de décider qui doit fermer ou qui ne doit pas fermer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Et nous parlons d'entrepreneuriat au Sénégal. L'accès au financement reste l'un des plus grands obstacles auxquels sont confrontés les petites entreprises et les porteurs de projets. C'est ce qu'explique Khadissar, chargé de développement à Inactus Sénégal, réagissant par ailleurs sur l'omission de certaines entreprises de presse de la liste des médias autorisés à diffuser. Elle a appelé l'État du Sénégal et les patrons de presse à plutôt privilégier le dialogue. Il y a un manque de connaissances financières des entrepreneurs. Il y a les taux élevés quand ils veulent par exemple aller faire des prêts ou se financer, les taux sont élevés. Manque d'accès aux ressources. Le processus, en général, les processus sont complexes. Puisqu'on est dans les solutions, le fait de vouloir s'inscrire dans une démarche de développement durable nous emmène à aller vers la connaissance. On est en pleine alternance. Donc, qui dit alternance dit changement, les habitudes vont changer. Et donc, le changement ne se passe pas en une semaine. D'ailleurs, on parle de conduite du changement. Le changement se conduit. Donc, il faut qu'on essaie tous d'aller dans le même sens et pour l'intérêt du pays. Donc, les difficultés, bien sûr qu'il y en a. Mais je pense qu'il faut qu'on soit tous aussi dans la recherche de solutions. Et tout ira. Pendant ce temps, le respect des prix des denrées de première nécessité fixés par les autorités est difficile à respecter. C'est le constat au marché à Tilène. Cependant, pour Cher Cissé, président de l'UNACOIS ISL, l'État doit renforcer aujourd'hui le contrôle sur le terrain et imposer aux commerçants le respect justement de ces prix. Parce que si l'État a renoncé à des taxes pour faciliter le travail aux commerçants, mais le véritable problème, c'est le respect des prix. Tout le monde sait que le contrôle est difficile sur le terrain. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de tout le temps essayer de travailler avec les détaillants. Cependant, c'est le directeur du commerce intérieur qui est habilité à le faire, mais aussi de veiller au respect des prix. L'UNACOIS est là pour tous les commerçants et nous travaillons pour eux. Et puis, question d'accès à l'eau potable. 9 organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest et du Centre, membres de l'Alliance d'Afrique francophone pour l'eau et l'assainissement, se réunissent au Lac Rose à Dakar pour un atelier sur les droits humains à l'eau et à l'assainissement en Afrique subsaharienne. Ils dressent un bilan assez lourd des zones qui peinent encore à accéder à l'eau potable de nos jours. Alors aujourd'hui, il y a encore de grands défis en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Les taux d'accès sont variables selon les pays et bien sûr à l'intérieur des pays, selon les zones. Il y a encore de grandes inégalités en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement et c'est pour ça que le thème de cet atelier est le plaidoyer pour la réalisation des droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. Ce qu'on constate, c'est que pour faire des progrès en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, il y a un véritable besoin de volonté politique. Donc il y a un certain nombre de pays qui ont marqué cette volonté à travers leurs dirigeants, à travers des documents de politique publique qui font de l'eau et l'assainissement une priorité. Mais maintenant, ça doit être mis en œuvre. Il faut accompagner ces engagements de moyens, et notamment de moyens financiers, à la hauteur des enjeux. Oui, on a plusieurs pays de l'Alliance qui sont dans des contextes de transition politique, des contextes d'insécurité, donc le plaidoyer est un peu particulier. Il y a des opportunités pour faire évoluer les textes juridiques et notamment les constitutions. Donc les collectifs de ces pays sont très mobilisés pour inscrire l'accès à l'eau et à l'assainissement, le droit humain à l'eau potable et à l'assainissement dans ces futures constitutions. Les 4 pays qui sont en transition, c'est le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée.
Pour terminer, devoir de mémoire, l'universitaire sénégalais Ibrahima Thioub invite ses collègues historiens à rester vigilants dans les travaux de mémoire pour une meilleure appropriation des différentes histoires dont ils ont la responsabilité de restaurer. Il prononçait la leçon inaugurale lors du colloque international organisé à l'UCAD à l'occasion bien sûr de la commémoration des 80 ans du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. S'il y a un événement survenu durant la Deuxième Guerre mondiale qui demeure ancré dans les mémoires africaines de la colonisation, c'est bien le massacre des tirailleurs sénégalais, survenu au camp de Thiaroye le matin du 1er décembre 1944. Une affirmation du professeur Ibrahima Thioub en marge du forum international organisé à l'UCAD. Pour la première fois, le Sénégal a commémoré cette année ce massacre. Une réappropriation d'une partie de l'histoire des tirailleurs qui est commune à 16 pays africains, initiée par les nouvelles autorités du Sénégal. 80 ans de renoncement du Sénégal à faire du 1er décembre la date de commémoration de la journée du tirailleur, que l'on peut expliquer, selon l'ancien directeur de l'Institut interdisciplinaire virtuel des hautes études sur les esclavages et les traites, par la sensibilité de la question dans les relations franco-africaines. En vue d'une histoire de mémoire, le professeur Thioub invite ses collègues historiens à toujours garder la vigilance et ne pas se laisser embarquer par un dossier dans le travail de mémoire. Ils doivent, à l'en croire, investir cette mémoire, en faire une matière première pour en rendre compte dans les règles de la discipline. À ses pairs, l'historien invite à rester attentif à la différence des visées, précisant que la visée mémorielle n'est point la visée historienne. Ibrahima Thioub estime que si les historiens font le travail, et un travail d'historien, ils peuvent éclairer la mémoire, donner de la matière à la mémoire pour que soient édifiés en toute connaissance de cause des monuments, pour que des films de très bonne qualité continuent d'être produits. Et place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux parus ce jeudi évoquent la question de la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique social et environnemental. Dans les Échos, on note que Diomaye pose l'acte 1. Selon le journal, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant abrogation de ces deux institutions. Il doit passer par l'Assemblée nationale pour pouvoir voter la loi et obtenir l'adhésion de 3/5 des députés. Diomaye demande l'évaluation de la DER, du 3FET, de Khaï Ndaouni, de l'ACHETIP et du FERA selon les Échos. Même son recloche dans Rémi Quotidien. Sur le journal, les économies budgétaires tirées de cette dissolution réaffectées au recrutement d'enseignants. Mais dans la c'est l'ancien membre du Conseil économique social et environnemental Awachir Mengi qui dénonce les tracasseries dont elle s'est dit victime au niveau de l'ambassade d'Espagne. Elle déclare dans les comptes du journal: j'ai vécu 34 ans en Espagne et je ne peux même pas y amener ma mère. Pour le regroupement familial, ce sont des rendez-vous de 2 à 3 ans, a-t-elle déploré. En politique, Vox Populi indique que Thierno Alissi prend les devants et jette l'éponge. Le remplaçant d'Abbas Fall à l'Assemblée nationale est rattrapé par une condamnation définitive. J'ai préféré mettre à l'aise le parti et le gouvernement pour une justice équitable, a-t-il indiqué. La tribune lui s'interroge sur le pourquoi de l'attente du ministre de la Justice pour enclencher une procédure contre Ousmane Sonko. Sur le journal, son élection doit être annulée et non suspendue comme il l'avait annoncé. Sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel à l'époque à cause de sa condamnation. Ce qui est écœurant, c'est dans Libération qui s'intéresse aux hydrocarbures en dévoilant les résultats de l'audit concernant la société Timis Corporation. Le des investisseurs du secteur pétrolier sénégalais, Timis Corporation n'a pas atteint ses engagements en matière d'investissement et aurait dû verser à l'État du Sénégal une indemnité qui équivaudrait près de 4 milliards de francs CFA, révèle le journal. L'Observateur lui croit détenir la vérité sur les réserves de Sangomar, le champ pétrolier dont l'exploitation a démarré depuis plusieurs mois. Ces performances suscitent des réactions de traders qui n'hésitent pas à surévaluer ces réserves, note le journal, qui estime que cela se fait sur la base de jugements de valeur qui ne correspondent pas à la réalité des chiffres. Le journal Enquête a cherché à savoir du dossier judiciaire concernant Samir Sarr plus que ce qu'il a dit jusque-là. Parti pour être le plus grand projet énergétique réalisé entièrement par des Sénégalais, la plus belle histoire de West African Energy s'achève en queue de poisson. Selon Enquête, des investisseurs exclusivement sénégalais ont réuni 283 milliards pour la réalisation de cette initiative privée dont le montage financier a valu à l'ancien ministre de l'Énergie une arrestation. Enquête parle d'une dissolution nationale pour mettre en exergue l'envergure du projet et sa
fortune judiciaire. Revenons sur terre avec le quotidien qui aborde la question de l'occupation des sols. La Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol a demandé aux personnes titulaires de droits sur les lotissements situés dans la région de Dakar-Thiès de remplir un formulaire d'identification de leur lot et de déposer à son siège. Cette mesure fait dire au journal Le Quotidien que le gouvernement s'apprête à lever la mesure suspensive de plusieurs lotissements entre Thiès et Dakar. Tout ça pour ça, s'exclame le journal, estimant que c'est la charrue avant les bœufs. Sur Quotidien lui dénonce le non-respect des feux de signalisation, de blocage de carrefours et l'occupation illégale des emprises. Le BRT face à l'incivisme, dénonce Sud Quotidien. Un sport record mettant en exergue Boula et Pape Matar Sarr sur la brèche pour le match Lazio, Ajax, Rangers, Tottenham. Web Sport titre, les étoiles s'alignent pour Pape Thiaw. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.